Et donc je voudrais saluer mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les représentants de la police nationale, de la police municipale, de la gendarmerie, des sapeurs-pompiers, mesdames et messieurs les représentants de nos institutions publiques et de tous les corps constitués, mesdames et messieurs les présidents et responsables d'associations, mesdames et messieurs les représentants du monde économique, artisans, commerçants et chefs d'entreprise, mesdames et messieurs, chères Voironnaises, chers Voironnais et chers amis. Je suis profondément heureux de paraître devant vous à l'occasion de notre traditionnelle cérémonie des vœux, après avoir pu saluer individuellement la plupart d'entre vous tout à l'heure. Pour l'ensemble du conseil municipal et pour moi-même, c'est toujours un moment qui est très attendu, un temps de grande émotion que nous avons à cœur de préparer avec le plus grand soin. Vous êtes à nouveau ce soir plus d'1 millier rassemblés dans notre grand angle, et je suis touché de cet intérêt qui n'est jamais démenti pour ce moment de notre vie collective qui nous est cher. Je voudrais saluer les personnalités qui nous font le plaisir de leur présence, parmi lesquelles Anne Gérin, vice-présidente du conseil départemental, Élodie Jacquier-Laforge, députée, et tous ceux qui sont venus en amis, au premier rang desquels mes collègues maires des communes voisines, les élus du Pays voironnais ou du département. Leur présence a d'autant plus de valeur à mes yeux ce soir que nos vœux sont présentés cette année précisément en même temps que ceux de monsieur le préfet, du président du conseil départemental Jean-Pierre Barbier ou de ceux de mon ami le maire de Moirans Gérard Simonet. Je tiens à excuser Yannick Neuder, vice-président du conseil régional, et Jean-Paul Bray, président du Pays voironnais. Et je voudrais surtout vous dire combien je suis touché de savoir qu'est réunie en face de moi la grande diversité qui fait la force de notre communauté voironnaise, dans les générations comme dans les engagements. Je remercie ceux qui incarnent ici la force des acteurs économiques du territoire, les commerçants, les artisans, les responsables associatifs, sportifs, culturels, les représentants des services publics, les acteurs de notre solidarité ou les représentants de nos conseils de quartier. Ces vœux, ce sont déjà les 5e qu'il m'est donné l'honneur de présenter. Et je vous avoue que j'ai peine à réaliser que le temps puisse passer aussi vite. L'année prochaine, cette même cérémonie précédera le moment important du renouvellement des élus qui sont en face de vous, avec l'approche de la prochaine élection municipale qui aura lieu en mars 2020. Je peux vous assurer que le temps d'un mandat paraît bien court face aux pesanteurs des circuits administratifs et réglementaires qui encadrent nos projets lorsque l'on est obsédé, comme nous le sommes, par l'envie de faire progresser la ville. Je voudrais vous dire un mot au sujet de quelqu'un qui vient de nous quitter. Bernard Jourde est décédé cette semaine, à l'âge de 69 ans seulement. Il avait servi la ville, au mandat précédent, pendant 6 années, en tant qu'élu au conseil municipal en charge du service public, avec une discrétion qui n'a jamais entravé son grand dévouement et sa sincérité toujours reconnue de tous. En une poignée de jours, la maladie l'a arraché au sien. Bruno de Gasperi, également, ancien d'Algérie particulièrement connu et estimé à Voiron, a été inhumé cet après-midi après un long combat lui-même contre la maladie. Je veux avoir une pensée pour eux et pour leurs familles, et qu'on se souvienne d'eux, outre pour ce qu'ils auront apporté à Voiron, pour ne jamais perdre de vue l'importance de ce patrimoine précieux mais fragile et précaire qu'est la santé. Aussi, c'est ce que je me bornerai à vous souhaiter pour 2019, une santé solide pour vous et ceux qui vous sont chers, afin que le bonheur, la prospérité et la réussite dans vos projets vous soient accessibles. Je pense que je ne surprendrai personne en débutant mon allocution par une évocation de l'actualité sociale qui émaille notre pays depuis maintenant plus de 2 mois, avec le mouvement des Gilets jaunes. Soyons francs, la nouveauté, ce n'est pas que des manifestants se rassemblent en France. Ça, c'est une réalité bien connue de notre pays, qu'on a parfois caricaturée jusqu'à l'étranger. Ce qui a surpris, c'est à la fois l'ampleur de la mobilisation, mais surtout le profil de ceux qui ont choisi d'endosser leur gilet de sécurité pour rejoindre les ronds-points ou l'espace public, afin de manifester dans les villes, mais aussi dans les campagnes, et surtout en marge de toute organisation politique ou syndicale. J'ai pu rencontrer à quelques reprises quelques-uns de ceux qui se sont mobilisés à Voiron au cours des dernières semaines. Et il est vrai que je n'y ai à aucun moment retrouvé ceux avec qui nous avions parfois l'habitude de débattre dans le cadre d'échanges politiques ou syndicaux.
Je précise tout de suite qu'à Voiron, je n'ai eu affaire qu'à des gens raisonnables, de toute évidence sincères, et qui n'avaient rien à voir avec le profil violent des casseurs vus à la télévision. Je veux dire que je comprends les raisons de la colère. Ce sont des problèmes graves, de pouvoir d'achat, de pression fiscale, de taxes sur le carburant, de besoin d'expression démocratique aussi. La vérité oblige à dire qu'au sein même des Gilets jaunes, les priorités ne sont pas toujours les mêmes, et les revendications pas toujours homogènes, voire même pas toujours convergentes. Il y a pourtant, à mes yeux, un sujet qui rassemble toutes les expressions de colère et de désarroi, c'est la quête du sens. La quête du sens sur lequel repose notre société. La quête des valeurs qui organisent le système économique, social et politique dans lequel nous vivons. Le sentiment qu'à force d'avoir été réformée sans cesse par couches successives, notre société a fini par s'éloigner sans qu'on s'en aperçoive des principes mêmes qui l'ont fondée. Cette sensation crée de l'incompréhension, elle peut créer de l'injustice, et au final, elle crée de la souffrance. Le problème n'est pas seulement le sentiment de payer trop de taxes, c'est celui d'avoir l'impression que la répartition de l'effort entre ceux qui payent n'est pas forcément toujours juste, et que l'usage du fruit des efforts du contribuable n'est pas toujours très logique. J'en veux pour preuve quelques exemples concrets qui, moi, à titre personnel, m'interrogent sur la logique du système dans lequel nous vivons dans la France de 2019. Est-il compréhensible, après la mise en œuvre du prélèvement à la source, pour un salarié de classe moyenne qui perçoit 1 421 € de salaire net, de voir sur sa fiche de paie qu'en réalité son patron verse 3 167 €, dont l'État percevra 1 747 € en charges, cotisations et impôts, ce qui signifie qu'en réalité, seuls 44% des fruits du travail du salarié lui reviennent dans le portefeuille. Est-il normal que les retraités qui ont travaillé et cotisé pendant toute une vie perçoivent en France une moyenne de 1 389 € bruts de pension, tandis qu'il peut y avoir des familles de nationalité étrangère, et là je vais vous parler d'une situation à laquelle j'ai été confronté en tant que maire, qui peuvent percevoir un revenu uniquement constitué de prestations sociales sans travailler, qui s'élève à 1 542 € par mois et jusqu'à 1 870 € dans les mois de versement de l'allocation de rentrée scolaire. Si je cite ces exemples, ce n'est pas pour pointer du doigt qui que ce soit. C'est parce que je crois que le seul moteur de la construction d'une société, c'est le travail. Et qu'une société qui ne reconnaît pas suffisamment ceux qui travaillent, ou ceux qui ont travaillé toute leur vie, ne peut pas construire durablement son avenir. Mais en disant ça, je ne voudrais pas non plus laisser entendre, en parlant de la valeur du travail, que je ne m'intéresse qu'au sentiment d'injustice qui peut exister lorsqu'on regarde au bas de l'échelle. Car à l'autre bout de la chaîne, d'autres exemples ont toutes les raisons de nous scandaliser. Qui peut justifier qu'alors que les salariés modestes serrent les dents face à un pouvoir d'achat en berne, le volume des dividendes du CAC 40 est augmenté de 12,8% en 2018. Les 40 plus grands groupes français ont versé 57,4 milliards d'euros en 2018 à leurs actionnaires. C'est un record. Alors même que l'indice du CAC 40, il a diminué de 10,95% sur l'ensemble de l'année 2018. Qui trouvera normal que le groupe Total, qui a réalisé 150 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2014, ait perçu près de 8 milliards de bénéfices nets sur la même période et payé 0 € d'impôt sur les sociétés cette même année. Enfin, beaucoup s'émeuvent que le président de la République perçoive une rémunération de 15 140 € par mois. Mais c'est 200 fois moins que le footballeur Neymar qui gagne plus de 3 millions d'euros par mois, soit plus de 100 000 € par jour pour jouer au football. Alors, avec ces quelques exemples, qui sont tous factuels, au regard de tout cela, il faut bien avouer qu'il peut être difficile de trouver des repères, surtout lorsqu'on estime que sa situation personnelle n'est pas enviable. Ces réalités qui sont factuelles, elles ne sont pas pour autant nouvelles. Pas davantage que le problème de la dette publique, du déséquilibre de notre système de retraite, de la saturation de notre système de santé ou des problèmes de l'éducation nationale. Même le péril environnemental qui guette notre planète, le rejet dramatique des plastiques dans la nature, les dangers des émissions de gaz à effet de serre entraînant le réchauffement climatique, tout ça, ça m'était déjà enseigné à l'école il y a 20 ans.
Alors, le président Macron n'est donc pas responsable de tout. Il n'est pas responsable tout seul de tout ça. Il paye en partie la facture de décision ou de manquement de ceux qui ont gouverné avant lui et parfois longtemps avant lui. Mais cela ne veut pas dire non plus qu'il n'est responsable de rien. Et je voudrais aborder maintenant l'attitude du pouvoir, l'organisation du dialogue et le rapport que se doivent avoir les puissants par rapport à ceux au profit desquels ils exercent les responsabilités publiques qui leur ont été confiées. Nul gouvernement ne peut réussir s'il s'exprime autrement que dans un effort de compréhension empreint d'empathie envers son peuple. Depuis le début de l'année, je me suis rendu dans beaucoup de cérémonies de vœux de villages du Pays voironnais, et j'ai entendu des élus ruraux exprimer le sentiment de l'arrogance, de la désinvolture et d'un manque d'humilité du pouvoir. « S'ils veulent un responsable, il est devant vous qu'ils viennent me chercher », disait Emmanuel Macron cet été en marge de l'affaire Benalla. Sans doute que dans cette phrase, une partie de ceux qui manifestent depuis quelques semaines ont vu aussi une provocation qui a attisé leur colère. Il y a plusieurs siècles, le philosophe Platon affirmait que si on veut connaître un peuple, il faut écouter sa musique. Et sans doute que pour écouter la musique de la France, il faut savoir entendre celle de nos provinces, des espaces ruraux, des villes moyennes comme Voiron, qui connaissent des réalités assez différentes de celles de la capitale ou des grandes métropoles. Là aussi, dans le rapport à la voiture, au prix du carburant, aux 80 km/h, sans doute que ceux qui n'ont pas de métro ou de RER à proximité de chez eux ont eu le sentiment que ceux qui les dirigent ne comprenaient pas leur quotidien. Le 8 décembre dernier, une grande manifestation s'est tenue dans Paris, émaillée de violences inexcusables sur lesquelles je reviendrai tout à l'heure. Pendant cette journée, BFM TV a expliqué en boucle le drame. Il n'y avait plus de transport en commun, pas de magasins ouverts, pas de musée. Un ami m'a dit « Voilà que les Parisiens viennent de découvrir la vie en province le dimanche ». Eh oui, la prise en considération de ces réalités, bien différentes selon les territoires de France dans lesquels nous vivons, m'amène à évoquer le rôle qui doit être joué par les communes et les maires partout en France. Il suffit d'écouter la radio pour le savoir. La plupart d'entre eux ne se sentent pas suffisamment écoutés, soutenus, et pour tout dire considérés. Mais c'est bien eux qu'on appelle maintenant à la rescousse pour animer le grand débat national et éteindre un incendie qu'ils n'ont pas allumé. Pourtant, l'échelon communal demeure bel et bien le véritable amortisseur social de la société. Et j'en veux pour preuve des exemples concrets des politiques publiques que nous déployons chaque jour à Voiron. D'abord, si nous avons fait des économies importantes de charges à caractère général et de charges de personnel pour faire face à la baisse de nos ressources, dont je dirai un mot dans quelques instants, nous n'avons jamais diminué le budget consacré à nos politiques sociales et de solidarité. Nous avons fêté cette année les 30 ans du Centre social Charles Béraudier, et un médiateur numérique a rejoint notre équipe d'accueil pour aider les citoyens à effectuer leurs démarches administratives dématérialisées. Il y a une amie qui m'a dit hier « Tu paies plus d'impôts et tu tombes sur un répondeur ou une borne électronique. » Et c'est en effet un vrai problème. Une antenne de la CAF a été supprimée pour être remplacée par 2 demi-journées de permanence et une borne. Mais tout le monde n'est pas à égalité pour savoir s'en servir. C'est comme pour Internet. La déshumanisation du service public, elle a un coût. Et la plupart du temps, ce coût, ce sont les communes qui le payent. D'une manière générale, nous avons au cœur de nos missions d'aider les plus fragiles à toutes les étapes de leur vie. Car je rappelle que la ville gère des crèches, des écoles, mais aussi le centre funéraire et le cimetière. Dans les derniers jours de l'année, j'ai pu rire avec des jeunes enfants qui s'essayaient à la patinoire que nous avions installée place de l'Europe. Et j'ai pu rire aussi avec Madame Cochet, la doyenne de Voiron. Du haut de ses 108 ans et demi, je lui ai remis son petit colis de Noël. Et c'est bien la richesse de ces échanges humains si différents qui fait la vertu de l'échelon de proximité que demeure la commune, mais qui nous expose aussi à des choix difficiles. Comment financer des places en crèche, alors que les subventions de nos partenaires sont établies sur des critères qui conduisent au final à un reste à charge toujours plus élevé au fil des ans pour la commune. C'est pour cela que nous accompagnons le développement de petites structures privées qui ne coûtent rien à Voiron
et qui sont désormais au nombre de 3. Ça fait 30 places de crèche supplémentaires, alors qu'il n'y en avait aucune de ce type il y a 2 ans. S'il y a bien un vœu qui m'est cher, c'est que la promesse républicaine de l'égalité des chances puisse exister à Voiron mieux qu'ailleurs. Et que, grâce à l'école, les petits Voironnais puissent réussir leur vie, peu importe le milieu social dont ils sont issus. C'est pour cela que nous accomplissons chaque année de lourds travaux dans les écoles, afin qu'elles demeurent toujours modernes et accueillantes. En 2018, nous avons réalisé des travaux importants à l'école de la Brunerie et à l'école maternelle Jules Rava. En 2019, nous inaugurerons un nouveau restaurant scolaire à l'école du Faton. Mais surtout, l'école Jean Moulin, qui est située à côté du quartier Brunetière, sera entièrement modernisée pour un budget global de plus de 2 millions d'euros. Face à l'échec scolaire, en 2019, nous allons renforcer très fortement les dispositifs municipaux de suivi des enfants scolarisés à Voiron. Les temps studieux seront systématisés dans chaque école et nous augmenterons très significativement notre accompagnement financier de la MJC pour lui permettre d'accueillir davantage d'enfants dans le travail remarquable d'aide aux devoirs qu'elle assure avec l'aide de nombreux bénévoles. Je rappelle aussi qu'en 2019, les enfants du Jules Ferry Brass Band, qui sont pour la plupart originaires du quartier Baltis, partiront à la Nouvelle-Orléans, où ils couronneront leurs années de travail musical avec le conservatoire, dans ce berceau américain du jazz profondément chargé d'histoire. Les activités extrascolaires, les séjours, les voyages organisés par la ville sont également importants pour la réussite de notre jeunesse, pour son autonomie et son ouverture au monde. Nous les avons beaucoup enrichis ces 2 dernières années, et le nombre de jeunes adolescents voironnais qui en profitent a beaucoup augmenté. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé aussi d'en baisser fortement les tarifs en 2018 pour la plupart des familles, afin que le prix ne soit pas un obstacle à la réussite de nos enfants. Pour une famille de 2 enfants au revenu de 3 000 € par mois, cela a pu représenter une économie de plus de 100 € pendant l'été. Alors que l'emploi demeure une préoccupation essentielle de notre époque, Voiron est le seul territoire du pays voironnais où l'emploi progresse, avec plus de 13 000 postes pourvus. C'est presque 2,5 fois la zone d'activité de Centralpes. Je veux saluer les entreprises du territoire, et elles sont représentées ce soir notamment par Pierre-Emmanuel Muns, président de l'UNIRV. Enfin, la vie est ainsi faite que d'aucuns naissent avec moins de chance que les autres, parfois frappés par un handicap invalidant, qui demande à la société de faire des efforts d'adaptation nécessaires. La ville continue chaque année de s'adapter aux plus fragiles, par de lourds travaux d'accessibilité et par une écoute attentive aux problèmes de tous ceux qui sont confrontés à des difficultés d'assistance au quotidien. Je souligne aussi les lourds efforts du pays voironnais et du département en la matière. Et puis, l'âge avançant, ceux qui ont patiemment bâti notre pays et notre ville finissent par perdre en autonomie. Et c'est alors un impérieux devoir pour chacun d'entre nous de soutenir nos aînés. Avec le vieillissement général de notre société, nous savons que les places en résidence autonomie ou en EHPAD sont notoirement insuffisantes. Mais avec les résidences Pierre Blanche et la Tourmaline, la ville assure sa part avec l'accueil d'une grande humanité d'un personnel dévoué, et je le dis aussi avec l'appui de notre cuisine centrale qui fournit toujours des repas d'une qualité remarquable. Je salue également la modernisation spectaculaire du 2e EHPAD de la commune, les Edelweiss, qui n'est pas géré par la ville, mais qui, sous l'impulsion de son directeur Nicolas Charletti, est souvent pris en modèle. Je ne présente plus les colis de Noël que nous avons distribués aux seniors de la commune pour la 5e année consécutive afin de leur témoigner notre affection, mais je voudrais vous informer que depuis cette année, 50 trajets en bus sont offerts par la ville aux plus de 75 ans, sous l'impulsion de notre adjointe Aline Motte. Elle est là-bas. C'est un moyen pour nous de maintenir la mobilité autonome de nos seniors en ville, notamment pour ceux qui ont une petite retraite et à qui nous pouvons ainsi apporter un soutien précieux. Je pourrais parler de la sécurité, domaine de l'État par excellence. Mais l'État ne parvenant plus à assumer seul ses fonctions, pourtant régaliennes de maintien de l'ordre et de la sécurité publique, à une époque où la menace terroriste reste malheureusement présente, nous n'avons cessé d'augmenter nos capacités pour assurer la sécurité des Voironnais. Plus de 60 caméras fonctionnent désormais en ville, un centre de supervision urbain
recueille les images en direct pour la plus forte réactivité possible. Et parce que la technologie ne se passera jamais des hommes, nous aurons 9 policiers municipaux en 2019, alors qu'il n'y en avait que 5 lorsque j'ai pris mes fonctions. Ça coûte, mais c'est aussi le prix à payer pour vivre en sécurité. La commune exerce par ailleurs la prise en charge intégrale de l'enregistrement et de la délivrance des nouveaux passeports biométriques et des cartes d'identité. Et puis que maintenant que ces documents sont un peu compliqués avec des puces électroniques, la ville de Voiron le fait plus simplement pour les Voironnais, mais également pour des habitants des communes environnantes. Au total, ça représente tout de même 10 000 titres qui sont émis chaque année. Et le flux est tel que nous avons dû moderniser les locaux de la mairie, acheter des outils informatiques permettant de réguler les rendez-vous. La subvention de l'État n'est malheureusement pas à la hauteur des coûts engendrés. Je vous assure que la gestion communale est un casse-tête qui deviendra insoluble si rien ne change. Et il serait utile, puisque nous avons une députée de la majorité parmi nous ce soir, qu'elle se fasse le relais de ce message auprès du gouvernement. Depuis 2014, les dotations de l'État aux communes ont diminué de manière drastique. À Voiron, nous avons perdu plus de 1 750 000 € de dotation globale de fonctionnement en l'espace de 7 ans. 1 750 000 €, mesdames et messieurs, pour vous permettre de vous représenter ce que ça peut faire, c'est l'équivalent de 55 postes d'agents communaux. Et si on essaie aujourd'hui de nous faire croire que cette cure d'amaigrissement est terminée, c'est malheureusement faux. Les mécanismes sont un peu plus discrets, mais j'ai appris la semaine dernière qu'en 2019, Voiron perdra encore 100 000 € de fonds de péréquation de la taxe professionnelle, et la caisse d'allocation familiale, malheureusement, réduit très fortement ses accompagnements de nombreux dispositifs. La loi prévoit que l'avancement d'échelon est dorénavant automatique pour les fonctionnaires territoriaux, cela nous coûte 100 000 €. Leur statut est réformé et ça nous coûte 50 000 € supplémentaires. La fin des contrats aidés marque un fort renchérissement de l'accueil périscolaire déjà fort onéreux porté par les communes depuis le passage du temps scolaire à 4 jours en 2013. Et nous sommes toujours dans le flou intégral quant à ce qu'il adviendra pour notre budget de la suppression annoncée de la taxe d'habitation. Et vous voyez, pourtant, pendant ce temps-là, il faut continuer à faire tout ce que je viens de vous expliquer. Nous sommes pourtant restés fermes sur notre volonté intangible de ne pas augmenter les taux communaux d'imposition. Chacun peut le vérifier sur sa feuille de taxe foncière ou sur sa feuille de taxe d'habitation. Les taux de la ville sont restés constants depuis 2014. Et en réalité, ils ont même baissé un peu pour annuler à l'euro près la hausse des taux du Pays voironnais lors des transferts de compétences. Cela représente des efforts qui sont, je vous assure, très importants. Et je veux saluer à cet égard les efforts permanents qui sont accomplis par mon premier adjoint chargé des finances, Yves Alardin. Tout ce travail a d'ailleurs été salué récemment par un rapport de la Chambre régionale des comptes. En parlant de tout cela, je ne voudrais pas donner ici le sentiment de me plaindre. Ce n'est pas dans ma nature. Puis d'abord, j'ai toujours dit qu'il était malgré tout normal de faire des économies au regard du niveau insoutenable de la dette publique que les Français devront payer un jour ou l'autre. Et puis, on n'a pas le droit de se plaindre parce que je sais aussi que notre sort demeure malgré tout plus enviable que celui des maires de village qui souvent sont des bénévoles dévoués qui ne peuvent pas compter sur l'engagement et l'expertise du personnel communal d'une ville de notre taille. Mais vous voyez finalement les contraintes budgétaires auxquelles la ville doit faire face. Moins de recettes, plus de dépenses, s'approchent parfois de celles que connaissent beaucoup de nos concitoyens. Et à l'évocation de ce que nous nous efforçons de faire pour répondre aux besoins de la société, j'ai comme le sentiment que nous ne sommes jamais en décalage avec les préoccupations contemporaines exprimées dans la rue. C'est pour ça que, très sincèrement, je ne me suis pas senti véritablement mis en cause en tant que responsable public depuis le début du mouvement des Gilets jaunes. Il n'en demeure pas moins que cette actualité et tout ce que je viens de vous dire doit nous amener à un mot-clé, qui est celui de l'humilité. C'est en effet la plus grande humilité qui doit nous conduire dans nos actions, et c'est le cas pour au moins 3 raisons. La première, c'est que l'humilité est nécessaire parce qu'on ne peut pas sans cesse prétendre tout réinventer. Dans la vie, chaque génération a pour mission d'amener sa part de progrès.
Et personne n'a le droit de prétendre que tout ce qui avait été fait avant lui était nul. C'est tout le danger d'aborder la politique en prétendant incarner le nouveau monde, avec ce que cela suppose de péjoratif pour l'ancien. Nous ne sommes tous que des passeurs de relais, à la fois héritiers de ce qu'ont fait nos prédécesseurs, mais aussi passeurs de témoins pour d'autres générations demain. Et en vérité, quand on s'y penche, les époques changent, mais il y a tout de même des réalités qui demeurent constantes. Une enquête a été réalisée à Voiron, auprès d'un échantillon représentatif de la population, par l'Institut parisien Sofres. Sa conclusion synthétique est la suivante, et je vous demande d'y prêter un peu d'attention. Donc là, je cite le rapport. Interrogés sur les problèmes les plus importants de leur ville, les Voironnais citent spontanément en premier lieu les difficultés de circulation. 27% des personnes interrogées expriment le souhait que la municipalité s'occupe en priorité de ce problème. Presque à égalité avec la circulation apparaît le problème de l'emploi, cité par 26% des Voironnais. Puis viennent les problèmes de l'aménagement de la ville et du logement pour 25%, du développement des équipements sportifs, scolaires et hospitaliers, 20%. Assurer l'ordre et la sécurité dans la ville constitue une priorité importante pour 40% des Voironnais, et la limitation des impôts locaux est citée ensuite par 37% des Voironnais. Bon, je serais tenté de dire que rien ne doit nous surprendre. Circulation, emploi, équipement hospitalier, sécurité, impôts. Sauf que ce sondage date de juillet 1976. Par ailleurs, un candidat à l'élection municipale de Voiron a souhaité prendre des engagements pour la ville qui sont les suivants, je le cite. Notre engagement repose sur 4 axes principaux. Le rôle primordial de Voiron en tant que ville-centre du Pays voironnais et sa fonction de pôle de service, le développement économique et la solidarité, la qualité de vie voironnaise et enfin la maîtrise de la fiscalité. Des choses très contemporaines, n'est-ce pas? Mais il s'agit là du programme de campagne de Philippe Vial en 1995, il y a 24 ans. Alors, ce que je souhaite vous dire par ces exemples, c'est évidemment pas que la ville de 2019 elle est identique à celle de 1976 ou celle de 1995. C'est simplement, au regard de ce que je venais d'expliquer, que le travail accompli dans l'exercice des responsabilités municipales n'est jamais terminé. Et qu'au même titre que d'autres avant nous ont cherché à résoudre des difficultés auxquelles nous sommes encore confrontés, d'autres après nous poursuivront le travail que nous avons engagé. Dans le passé, sans doute que nos prédécesseurs ont parfois commis des erreurs ou laissé filer des opportunités. Mais ce sont eux aussi qui nous ont laissé les moyens d'agir. Et j'en veux pour preuve quelques exemples très concrets du Voiron d'aujourd'hui. Pouvoir faire démarrer le chantier de notre nouvel hôpital a été la priorité absolue à laquelle mon équipe et moi-même nous sommes attelés. Alors que le dossier était bloqué, nous avons dépensé une énergie considérable pour renégocier le foncier, consolider les budgets, mettre en œuvre les procédures administratives, réglementaires, environnementales et remobiliser l'ensemble des acteurs impliqués. Nous avons beaucoup travaillé, mais avant cela, c'est l'équipe conduite par Michel Brizard, entre 2001 et 2008, qui avait choisi l'emplacement de son installation. Tandis que l'équipe de Roland Reville, même si elle a connu l'annulation des déclarations d'utilité publique et la perte de propriété des terrains, avait malgré tout entamé l'essentiel des démarches du financement auprès de l'État. Au sujet de notre hôpital, d'ailleurs, j'en parle, donc je veux rassurer ceux que des informations alarmistes auraient pu inquiéter quant à la défaillance observée par l'entreprise qui réalise des travaux de gros œuvres et de maçonnerie. Alors, il y a un projet très sérieux de reprise de cette entreprise qui a été déposé au tribunal de commerce, mais tout devrait pouvoir rentrer dans l'ordre rapidement. Alors, au prix d'un retard global du chantier, d'une petite poignée de semaines, c'est vrai, mais j'ai envie de dire que sur un projet attendu depuis 20 ans, disons que c'est une dernière péripétie qui s'ajoute à toutes celles que nous avons connues et qui, à ce stade, ne remettra évidemment rien en question. Les datant de 20 ans, on aura attendu 20 ans et 6 à 8 semaines. Je voudrais profiter des mots que je prononce sur l'hôpital pour saluer la présence dans la salle de Catherine Koscielny, qui a été directeur de l'hôpital au cours des dernières années et qui a quitté ses fonctions dans les toutes dernières semaines de l'année 2018. Elle est présente ce soir et ça témoigne de l'attachement qu'elle conserve à cet établissement. Et je voudrais qu'on l'applaudisse parce qu'on lui doit beaucoup dans le travail qu'elle a accompli. Je salue aussi d'ailleurs les représentants de la clinique de Chartreuse.
Vous savez que le projet de nouveau pôle hospitalier, c'est un projet qui a vocation à regrouper l'hôpital public et la clinique de Chartreuse. Et j'ai vu au moins le président de la commission médicale d'établissement qui était ici, et je le salue également. Alors, toujours pour se remettre dans la perspective du temps, n'oublions jamais que si le lycée Ferdinand Buisson, l'ANAT, comme l'appellent affectueusement tous les Voironnais, est aujourd'hui aussi moderne et réputé, et qu'il s'apprête à accueillir à ses côtés une maison pour adultes autistes, c'est bien parce que nous avons prolongé l'impulsion donnée au tout début des années 2000 par Charles Personnaz, du temps où il était premier vice-président de la région Rhône-Alpes. Et on peut le saluer parce que lui aussi, il est ici. Et les conseillers régionaux voironnais qui ont succédé à Charles Personnaz, Arlette Gervasi, Chokri Badreddine, ont poursuivi ce combat. Et puisqu'on en est à saluer les gens qui sont parmi nous, je voudrais également qu'on salue le proviseur de l'ANAT, M. Bietrix, qui est ici présent, et qu'on salue ses collègues, M. Lasserre de Édouard Herriot et M. Guin de la Martelière, qui sont également là. Alors, ça n'aura échappé à personne, nous sommes ici au Grand Angle, qui continue de faire la réputation de Voiron, et qui est né sous l'impulsion d'une politique culturelle ambitieuse, qui a été portée à l'époque par Jacques-Antoine Gault, qui était maire de 1977 à 1981. S'il n'avait pas été là, on ne serait pas ici, dans cette salle non plus. Nous avons engagé de gros travaux pour revitaliser la rue Grande, la rue des Quatre Chemins et la rue Sermorant, afin de soutenir les commerces de proximité qui étaient fragilisés par l'image écornée de ces vieilles rues qui seront à l'issue des travaux les plus modernes de Voiron. Les travaux qui sont en cours, qu'on a interrompus pendant Noël, mais qui vont reprendre là pour quelques semaines. N'oublions jamais que l'artère essentielle de ce quartier, qui est l'avenue Jules Ravat, a été pensée par le visionnaire qui était Raymond Tézier, qui a dirigé la ville entre 1944 et 1967. D'une certaine manière, aujourd'hui, nous prolongeons son travail. Nous sommes heureux d'avoir éclairé notre église Saint-Bruno, qui fait la fierté de tous les Voironnais. Mais devrions-nous oublier que sa construction fut décidée par un maire de Voiron, par le maire, avant la loi de séparation de l'Église et de l'État de 1905. Ce maire, c'était Henri-Frédéric Feschblanc. Et c'est lui également qui a dessiné le tracé de la ligne de chemin de fer qui dessert la ville et qui a été percé par nos soins au mois de mai dernier d'un nouveau passage sous la voie ferrée. Et puis, je parle des maires, mais ils ne sont évidemment pas les seuls à avoir laissé un héritage. Je pense à Laurent Boisvive, au nom duquel nous avons inauguré un square en 2018, ce square qui est à l'angle de la rue Stendhal et du boulevard de la République, où on a une statue de skieur réalisée par un artiste voironnais. Et Laurent Boisvive, c'est lui qui a dirigé l'usine Rossignol, sur laquelle nous bâtissons aujourd'hui un nouveau quartier stratégique. Et je pense aussi à Jean Guédon, fondateur de King Jouet, sans qui nous n'aurions pas la zone commerciale des blanchisseries. En 2019, pour 1 million d'euros, nous achèverons la modernisation de l'avenue Marie-Curie, qui permet d'accéder au collège de la Garenne. Elle sera ainsi sécurisée, embellie, avec des trottoirs plus larges, et puis des bandes cyclables aussi qui n'existaient pas. De plus en plus, il y a des vélos dans nos rues, et il faut aussi que la ville s'y adapte, ça fait partie de nos projets. Pour 1 million d'euros également, il y a des travaux de profonde modernisation qui seront engagés à Pavio cette année pour enfin changer le visage de ce quartier historique d'entrée de ville, dont les habitants disent qu'il était depuis trop longtemps oublié. Et je salue le maire de Pavio qui est ici présent. Bon, je conviens que c'est ici une petite blague entre nous, mais il y a des quartiers comme ça où il y a des fortes personnalités à tel point que j'ai le sentiment parfois d'avoir affaire à des concurrents ou à des confrères. Plutôt un confrère parce qu'il est sympa. Et je veux aussi dire un mot pour la rue du Placir, dégradée depuis longtemps et pourtant largement empruntée. Nous sommes en train de conclure les acquisitions foncières nécessaires à son élargissement et à sa réfection complète, que nous espérons conduire en 2019 également. C'est donc la ville dont nous avons hérité qui se transforme. Tout cela peut se résumer par une citation de Don Marcellin, qui était le 72e prieur général de l'Ordre des Chartreux, qui nous a malheureusement quittés le 2 janvier de cette année. Il disait « Notre avenir passera par le respect de ce que nous avons reçu du passé ». Et je crois qu'effectivement, c'est une raison pour faire preuve d'humilité.
L'humilité, elle s'impose aussi, car on n'a jamais raison en dehors du dialogue. Il n'est donc pas surprenant que ce soit par un grand débat que le gouvernement cherche à sortir de la crise dans laquelle il s'est enlisé. Mais dans cet esprit, je voudrais vous annoncer que la révision de notre plan local d'urbanisme sera lancée en 2019 et que je souhaite que le travail sur ce document majeur, qui structure le visage de notre commune à moyen et à long terme, s'accomplisse aussi dans le dialogue. Ainsi, j'initierai un cycle de réunions publiques au premier semestre de cette année qui nous permettra ensemble d'établir un diagnostic de Voiron aujourd'hui et de dire ce que nous voudrions qu'il soit à l'horizon de 2030. Et de l'humilité enfin, car rien de grand n'a jamais été fait par des gens qui sont restés seuls. Dans nos projets, nous sommes aidés financièrement par l'État, parfois grâce au soutien attentif du préfet, et la plupart du temps par la région, le département et le Pays voironnais, sans lesquels nous ne pourrions faire que peu de choses. À ce titre, et parlant du Pays voironnais, je veux aussi redire que le statut de capitale qu'exerce Voiron nous donne le devoir d'un œil bienveillant sur les villes et villages qui nous entourent. Les communes moins peuplées que la nôtre doivent pouvoir compter sur la solidarité de Voiron. Et c'est convaincu de ce principe que j'ai proposé au Pays voironnais la création d'un fonds d'accompagnement au projet des petites communes pour un montant d'1 million d'euros qui a été mis en œuvre cette année. Enfin, vous savez tous que si je prends la parole devant vous ce soir derrière mon pupitre, après quelques sueurs froides pour qu'on m'amène mon discours, c'est pour vous donner l'état d'un travail qui est évidemment un travail d'équipe. Notre conseil municipal compte 33 élus, qui sont tous très impliqués et qui consentent tous du temps au service de la ville en faisant le sacrifice de loisirs, de temps passé en famille et parfois au détriment de leur activité professionnelle. Je veux évidemment, comme chaque année, prendre le temps de tous vous les présenter, en vous demandant de bien vouloir les accueillir avec les applaudissements qu'ils méritent. Je souhaite d'abord saluer mon premier adjoint en charge des finances, de l'administration générale et des économies, Yves Alardin. Saluer Aline Motte, adjointe en charge des seniors et du logement. Aline est également vice-présidente du Pays voironnais. André Gall, notre adjoint en charge des sports, de la vie associative, des foires et des marchés, il y tient, dont j'ai appris tout à l'heure qu'il faisait du hip-hop et du twirling bâton. Tout à fait, mais j'en ai plein encore qui font faire du football, du rugby. Je connais tes talents, mon cher Dédé, mais c'est juste que ceux qui sont venus, ils avaient une corpulence un peu différente. La différence, il vient juste de commencer. Ah, c'est parce qu'ils commencent, ils n'ont pas... D'accord. Je voudrais qu'on salue Dolores Zambon, notre adjointe en charge de la culture, de l'animation, des jumelages et de la vie des quartiers. Michael Dejaham, notre adjoint en charge des solidarités et de la citoyenneté. Lydia Mogor, notre adjointe en charge de la sécurité et du cadre de vie, qui est venue avec tous ses voisins, elle m'a dit. Ils sont là, ses voisins? Ils sont là, mais moins nombreux que tu me l'as dit, parce que je ne les ai pas entendus très fort. Je voudrais qu'on salue Bruno Gattaz, notre adjoint en charge de l'urbanisme, de l'environnement et des travaux. Notre adjointe en charge du stationnement, des déplacements et de la vie commerciale, Jessica Forté, est excusée. C'est une jeune maman avec des responsabilités professionnelles. Je salue Chokri Badreddine, adjoint en charge de l'éducation, de la jeunesse, de la petite enfance et de la politique de la ville. Et je voudrais rappeler que Chokri Badreddine est par ailleurs conseiller régional. Je salue Brigitte Paris, conseillère municipale déléguée au handicap. Anthony Moreau, conseiller municipal délégué au suivi des grands projets d'aménagement, qui a la double casquette de vice-président du Pays voironnais, et c'est lui un petit peu le grand maître d'œuvre du travail qu'on accomplit sur les quartiers Diversité et Rossignol en lien avec le Pays voironnais. Je salue Rosanna Mazzilli, conseillère municipale déléguée à la lutte contre l'isolement et la précarité des personnes fragiles. Ghislaine Favre, conseillère municipale déléguée à l'insertion professionnelle et à l'emploi. Jérôme Robert, conseiller municipal délégué à la lutte contre l'insécurité et aux anciens combattants.
Josette Couturier, conseillère municipale déléguée aux relations avec les commerçants. Bruno Sarat, qui est conseiller municipal délégué aux travaux. Nicolas Tamborini, conseiller municipal délégué aux associations. Le Benjamin de notre conseil. Martine Chasson, conseillère municipale déléguée au patrimoine. Christian Leblanc, qui est en charge de la protection de la nature et qui nous représente au parc de Chartreuse. Corinne Mollier-Sabé, conseillère municipale déléguée à la vie scolaire, à la réussite éducative. Alain Blancano, conseiller municipal délégué au développement durable et aux économies d'énergie. Bernard Grandcamp, qui est conseiller municipal délégué à la prévention des incivilités liées au cadre de vie. Et puis, une équipe municipale, un conseil municipal, c'est aussi le reflet de sensibilités différentes. Et je salue les élus qui siègent dans l'opposition. Youssef Haïfa, conseiller municipal. Roland Reville, qui est excusé, mon prédécesseur. Anne Favier. Nicolas Charletti. Arlette Gervasi. Jean-Luc Bally, Lino Tricoli, Joanne Vial et Alexandre Collin. Voilà, je vous remercie et merci à eux. Et vous me permettrez également d'associer à mes remerciements et à vos applaudissements les 420 agents de la ville et du Centre communal d'action sociale, ainsi que ceux des services mutualisés du Pays voironnais, qui sont les relais efficaces de la volonté politique que j'ai essayé de vous décrire. Messieurs, dames, j'éprouve un vrai sens du devoir pour Voiron et pour les Voironnais. Et je vous le dis, nous avons de la chance d'être Voironnais, autant que nous avons la chance de vivre dans notre beau pays. Pour paraphraser l'écrivain Sylvain Tesson, nous pourrions parfois avoir l'impression que la France est un paradis peuplé de gens qui se croient en enfer. Cela ne signifie pas qu'il n'y ait pas des problèmes à régler, on en a abondamment parlé. Mais nous devons veiller quand même à ne jamais casser la machine. Respectons l'ordre public et ses représentants. Nous ne pouvons pas pleurer le sacrifice héroïque du colonel Arnaud Beltrame au mois de mars et rester indifférents à des gendarmes qui se font rouer de coups à terre au mois de janvier. Nous n'avons pas le droit de justifier la violence et de nous cotiser pour un agresseur des forces de l'ordre. N'oublions jamais que les hommes et les femmes qui nous protègent sont des pères ou des mères de famille qui exécutent les ordres qu'on leur donne pour éviter des drames et qui le font pour un salaire de fonctionnaire. Cessons de maudire ce que nous avons la chance d'avoir en France et qui ferait des envieux aux quatre coins du monde. Et faisons des applaudissements nourris pour les représentants de la police, de la gendarmerie, des pompiers qui sont aussi ici parmi nous ce soir. Quant à Voiron, eh bien, cessons aussi de véhiculer, parfois, comme on est tenté de le faire, la sinistrose sur le compte d'une ville que beaucoup nous envient. Et là où j'entends parfois dire que le centre-ville se meurt parce que des commerces ferment, je voudrais aussi rappeler que plein de nouvelles boutiques ou restaurants dynamiques ont rejoint les rues du centre, et je parle bien du centre, au cours des derniers mois. Montvrac, Darjeeling, Latte Café, le C4, La Mode en Clair, Émotionnel, Chartreuse Burger, Sushi Bar, Jacobin, Les Toquets et d'autres. Vous savez aussi peut-être qu'une grande enseigne de coiffure s'installera au foyer Léo Lagrange d'ici quelques semaines, tandis qu'un concept original de bar à fondue devrait voir le jour avenue du Guéjouvin. Et je vous rappelle aussi que le beau savoir-faire réputé dans toute la région de la famille grenobloise Ducré-Chavant rejoindra aussi Voiron
avec l'installation en septembre d'un bel hôtel de 9 chambres et d'un restaurant bistronomique de qualité dans la belle demeure de Millepas, enfin réhabilitée alors qu'elle se dégradait, à côté des caves de Chartreuse. Autant de raisons de toujours garder l'espérance. C'est bien pour cela, mesdames et messieurs, que chaque jour qui passe me motive davantage à me battre pour notre belle cité. Voiron mérite que l'on déploie toutes nos forces pour elle. Cette chance que nous avons d'être ici ne nous autorise pas à être fatigués, blasés ou paresseux. Fatigué, je ne le suis pas. J'ai la chance d'être en pleine forme pourvu que ça dure. Blasé, je le suis moins que jamais. À mesure que les Voironnais que je rencontre m'encouragent en me rappelant la chance que j'ai de pouvoir vous servir. Et puis, paresseux, c'est une honte que j'éprouverai, dans le souvenir de ce que mes grands-pères mineurs, eux, ont vécu, et paresseux ne l'ont jamais été, dans des conditions ô combien incomparables à celles dans lesquelles j'exerce. Alors, je vais maintenant conclure. Ah, je croyais qu'on allait voir. Ah, ça me fait plaisir. Je vais maintenant conclure. Et mes derniers mots, seront empruntés de mon maître à penser philosophique qui m'est cher, en la personne, vous le savez désormais, de mon ami Pierre Durand, le maire de Saint-Aupre. À l'occasion des vœux qu'il m'a adressés le 1er janvier, il m'a cité Confucius pour me dire que nulle pierre ne peut être polie sans friction, et nul homme ne peut parfaire son expérience sans épreuve. Eh bien, j'y vois là un joli message d'espoir au regard de ce que nous vivons. C'est bien parce que tout n'est pas toujours simple que les épreuves de notre époque nous permettront de nous dépasser, et pour que toutes nos frictions soient le prélude à des jours heureux. Mesdames et messieurs, belle et heureuse année 2019 à tous, et vive Voiron!